Dans une époque marquée par la compétition, la survalorisation de la réussite et la mise en scène de soi, il est tentant de se construire une image idéalisée de sa propre personne. Cette image flatteuse peut nous pousser à viser haut, à créer, à innover. Mais elle comporte aussi un risque, celui de sombrer dans la grandiosité. Robert Greene, dans le chapitre 11 de Les lois de la nature humaine, intitulé « Connaître ses limites, la loi de la grandiosité », décrit ce phénomène comme une exagération pathologique du sentiment de grandeur personnelle. La grandiosité n'est pas seulement une illusion individuelle, elle est alimentée par notre environnement, qui encourage la flatterie, la performance spectaculaire et l'idée que chacun est destiné à un destin exceptionnel. Greene montre que ce désir de grandeur peut être moteur, mais devient dangereux lorsqu'il déconnecte l'individu de ses limites réelles, de la réalité et du collectif. Il décrit des figures historiques brillantes qui ont chuté à cause de cette illusion de toute puissance. Cet exposé propose d'analyser les racines de la grandiosité, d'illustrer ses dangers par le cas de Michael Eisner, d'apprendre à la déceler chez soi et chez les autres, et enfin d'explorer comment cette énergie peut être transformée en force productive et humble. La grandiosité est une forme amplifiée d'égocentrisme. Contrairement au narcissisme, qui cherche l'attention et l'approbation extérieure, la grandiosité repose sur une croyance intérieure inébranlable en sa propre supériorité. Le sujet grandiose ne doute pas, il se pense au-dessus des lois, des critiques, des erreurs. Il développe un sentiment d'exception, de mission unique, parfois quasi divine. Greene distingue clairement ces deux mécanismes, souvent confondus. Robert Greene s'appuie sur les travaux du psychanalyste Heinz Kohut, pour qui la grandiosité est une défense contre un vide intérieur. L'enfant, naturellement centré sur lui-même, développe une illusion d'omnipotence. Si cette illusion n'est pas régulée par l'éducation et la réalité, elle peut persister à l'âge adulte sous une forme pathologique. Ce besoin d'être spécial masque souvent une angoisse existentielle, celle de n'avoir aucune valeur s'il n'est pas extraordinaire. La grandiosité est donc un mécanisme compensatoire. L'individu fuit le sentiment d'insignifiance en s'imaginant hors du commun. Ce fantasme devient un refuge psychique, mais aussi un piège. La société actuelle favorise la grandiosité. La culture du succès rapide, les réseaux sociaux, les récits de réussite spectaculaires diffusés en boucle nourrissent cette illusion. Être visible, admiré, envié devient un but en soi. La pression à se montrer exceptionnel est constante. Greene note que plus l'individu est exposé à la flatterie ou à la validation externe, plus il risque de s'identifier, au détriment du réalisme et de l'humilité. Cette « société de la performance » confond ambition saine et illusion de grandeur. Elle pousse chacun à se rêver au sommet sans considérer les étapes concrètes, les échecs nécessaires ou la valeur du collectif. La grandiosité devient ainsi une forme d'isolement, parfois même d'autodestruction. Michael Eisner connaît une carrière remarquable dès les années 1980. Président de Paramount Pictures, il transforme le studio en machine à succès. Son flair pour détecter les films porteurs et sa capacité à prendre des décisions rapides et audacieuses lui valent une réputation d'homme providentiel. Lorsqu'il prend les rênes de The Walt Disney Company en 1984, il revitalise un empire endormi, le propulsant dans une nouvelle ère de croissance spectaculaire. Ce succès nourrit chez Eisner un sentiment d'invulnérabilité. Il commence à croire que son intuition est infaillible et que son génie seul est responsable de la réussite de l'entreprise. Il marginalise ses collaborateurs, notamment Jeffrey Katzenberg, qu'il perçoit comme une menace. Son besoin de contrôle devient central. La critique glisse sur lui, la contradiction est vécue comme une offense. Greene souligne que la grandiosité se nourrit du succès lorsqu'il n'est pas intégré avec lucidité. Eisner se déconnecte de la réalité, il perd le sens du terrain, des équipes, du public. Il n'écoute plus, il décrète. Au début des années 2000, plusieurs projets phares échouent. La gestion interne devient chaotique. Eisner multiplie les conflits, notamment avec Walt Disney, neveu du fondateur. Son image se dégrade, ses décisions sont contestées, les actionnaires se révoltent. En 2005, il est contraint à la démission. Greene utilise cet exemple pour illustrer un point crucial. Plus l'on grimpe dans la hiérarchie du succès, plus la tentation grandit de s'automythifier. La grandiosité coupe l'individu de la réalité, l'enferme dans une bulle d'illusion, et le rend vulnérable à sa propre chute. La grandiosité ne s'exprime pas toujours de manière spectaculaire. Elle peut se manifester subtilement, dans les attitudes ou les décisions quotidiennes. Chez une personne atteinte de grandiosité, on observe une croyance inébranlable en sa supériorité ou son destin exceptionnel. Une incapacité à accepter les critiques, même constructives. Un besoin compulsif de démontrer sa valeur, souvent par des projets irréalistes. Un mépris latent pour les figures d'autorité ou les collègues perçus comme moins brillants. Ces signes peuvent passer inaperçus,
d'autant plus si la personne est charismatique ou compétente. Green insiste sur le danger de confondre vision ambitieuse et délire de grandeur. La différence réside dans l'ancrage dans la réalité. La grandiosité peut aussi prendre des formes moins visibles mais tout aussi délétères. Une procrastination chronique. L'individu nourrit des rêves grandioses mais ne les concrétise jamais, par peur de l'échec réel. Une intolérance à la frustration. Toute limite rencontrée est vécue comme une injustice. Une rigidité émotionnelle. La personne évite la vulnérabilité, refuse le doute. Ces comportements trahissent une difficulté à se confronter au réel, à accepter les limites de l'être humain, ou à reconnaître le rôle du hasard, du collectif ou de la persévérance dans la réussite. Green propose une typologie de leaders et figures publiques ayant sombré dans la grandiosité, illustrant la diversité des contextes dans lesquels cette dynamique psychologique peut provoquer l'effondrement personnel ou collectif. Douglas MacArthur, général américain, est célébré pour son héroïsme durant la Seconde Guerre mondiale. Mais cet éclat militaire alimente chez lui une vision démesurée de sa mission. Il se perçoit comme indispensable, au point d'entrer en conflit ouvert avec le président Truman, refusant de respecter l'autorité civile. Sa chute spectaculaire illustre les dangers d'un ego hypertrophié au sommet de la hiérarchie militaire. Mao Zedong, chef révolutionnaire chinois, est porté par une vision ambitieuse de transformation sociale. Mais cette vision bascule dans l'utopie destructrice. Le « grand bond en avant » et la révolution culturelle sont autant de projets guidés par une foi absolue en sa propre clairvoyance, au mépris de toute contradiction ou réalité sociale. Des millions de morts en résultent. Green montre que la grandiosité, à ce niveau, devient une tragédie historique. Stan O'Neill, PDG de Merrill Lynch dans les années 2000, incarne la grandiosité dans le monde financier. Confiant dans ses intuitions, il engage l'entreprise dans des prises de risques massives sur les marchés des subrimes. Il isole les voix critiques, centralise les décisions et rejette tout doute. En 2007, l'entreprise enregistre des pertes colossales. Son licenciement précède la crise financière globale. Dans tous ces cas, la grandiosité a engendré une rupture progressive avec la réalité, nourrit un isolement croissant, et conduit à une perte dramatique d'influence et de crédibilité. Green en tire une leçon essentielle. Détecter ces signes chez soi ou chez les autres est un acte de lucidité et de responsabilité. Cela permet d'éviter non seulement des erreurs individuelles, mais aussi des désastres collectifs. Robert Greene ne condamne pas la grandiosité en soi. Il reconnaît qu'elle peut être à l'origine d'actions remarquables lorsqu'elle est canalisée. Il distingue entre la grandiosité pathologique, déconnectée du réel, et la grandiosité constructive, qui pousse à viser grand tout en respectant les lois de la réalité. Cette dernière agit comme un carburant psychique puissant. Elle pousse à l'innovation, à la persévérance, à l'audace calculée. La clé réside dans l'ancrage. L'ambition devient saine lorsqu'elle est fondée sur une évaluation lucide de ses capacités, une reconnaissance des autres et une conscience des obstacles. Green évoque la grandiosité pratique, la capacité à concevoir des projets de grande ampleur sans céder à l'illusion d'invulnérabilité. Green propose plusieurs stratégies concrètes pour éviter que la grandiosité ne devienne destructrice. Revenir à la compétence, se concentrer sur l'amélioration de ses savoir-faire concrets, plutôt que sur la recherche de reconnaissance. Accepter la critique, cultiver une posture d'ouverture face au retour des autres, notamment les plus lucides ou exigeants. Réduire la mise en scène, préférer le travail de fond à l'exposition permanente de soi. Ces méthodes ont pour but de transformer l'énergie narcissique en force de contribution et non d'autopromotion. L'humilité stratégique devient un outil de longévité. Green cite en contrepoint des figures comme Winston Churchill, dont la vision historique et la confiance personnelle ont été au service d'une cause collective. Ces exemples montrent qu'il est possible de penser grand sans se perdre dans les illusions. La grandiosité devient alors synonyme de grandeur d'âme, de vision utile, de persévérance éthique. La loi de la grandiosité, telle que développée par Robert Greene, nous confronte à un paradoxe. Ce qui nous pousse à nous dépasser peut aussi nous perdre si nous en perdons la maîtrise. La grandiosité n'est pas une faute en soi, mais un excès de soi, une illusion qui se nourrit de succès, de reconnaissance et de solitude décisionnelle. Elle nous éloigne des autres, de la réalité et parfois de nous-mêmes. Mais cette force peut être redirigée. En reconnaissant nos limites, en accueillant les critiques, en privilégiant le travail profond plutôt que la mise en scène, nous transformons cette énergie en ambition lucide. Nous passons alors de l'illusion de grandeur à la véritable grandeur, celle qui se mesure à l'impact réel de nos actes, à notre capacité à durer, à fédérer, à apprendre. Dans une société qui encourage l'autoglorification et le spectacle de soi, cette leçon est salutaire. Se connaître vraiment, c'est savoir jusqu'où l'on peut aller, mais aussi quand s'arrêter, écouter, douter. C'est dans cet équilibre que réside la vraie puissance, celle qui inspire sans écraser, qui construit sans détruire, qui transforme sans se perdre.
Ainsi, la grandeur ne naît pas du refus des limites, mais de leur intégration consciente. C'est ce chemin que Green nous propose, ambitieux, exigeant, mais infiniment plus humain. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt!